Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 880. Oui, enfin, la critique analyse de ce chapitre. C'est un chapitre absolument de malade. Le cliffhanger de fin est absolument monumental, titanesque, incroyable. Ce tsunami vivant qui va arriver justement sur le Sunny et les Mugiwara, et on se dit comment ils vont s'en sortir. Et ça, c'est normal qu'on ait un cliff comme ça. Pourquoi? Parce que normalement, ce chapitre 880 vient signer la fin du futur tome 87. Et rappelez-vous, la fin du tome 86, c'était le chapitre 869 avec Big Father qui se faisait attaquer par Big Mom et ils étaient à l'intérieur du château et on se posait la question justement de savoir comment ils allaient s'en sortir. Et là, c'est exactement la même chose. Là, il y a le tsunami qui arrive et on se dit comment le Sunny peut s'en sortir. Alors, vous inquiétez pas, dans cette critique analyse, je vais essayer de donner quelques petites idées pour comment ils vont s'échapper de là. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce chapitre, c'est sa construction. C'est-à-dire qu'on a trois thèmes qui sont différents. On a la création du gâteau, on a la confrontation de Katakuri et de Luffy, et après on a le final de Big Mom qui poursuit les Mugiwara, et chacun de ces passages est lié à un élément propre, c'est-à-dire que on a la construction du gâteau qui est sur un élément terrestre, c'est-à-dire c'est sur l'île Cacao Island. Après on a le combat de Luffy contre Katakuri qui est dans une sorte d'autre dimension, qui est dans le monde des miroirs, une sorte de monde fantasmagorique, et après on a l'attaque de Big Mom avec ce tsunami qui est dans un élément aquatique. Et je trouve encore une fois de mettre les différents groupes des Mugiwara dans des éléments différents pourtant qui sont quand même liés entre eux, je trouve ça absolument génial. On va commencer par parler de Big Mom et ce tsunami géant parce que vous avez été super nombreux à me poser des questions aussi sur les forums. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris un petit peu le sens de la chose parce que énormément ont pris la référence de Marineford quand Jinbei envoie cette attaque avec l'eau de mer et qui vient enlever le pouvoir de Moria, c'est-à-dire vient neutraliser tous ces zombies et toutes les âmes sont en train de partir. Et là on me dit mais c'est pas logique parce que vu qu'un fruit du démon annule le pouvoir d'un utilisateur de fruit du démon, comment Big Mom arrive à rendre vivant ce tsunami? Je vous dirais que c'est une très bonne question, mais elle est due à une petite mésentente, mécompréhension par rapport à un élément important. Donc je vais faire un petit rappel. L'eau de mer ne vient pas neutraliser un fruit du démon, vient seulement drainer la puissance physique, la puissance vitale de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'un utilisateur du fruit du démon, quand il est émergé dans l'eau de mer, perd tout simplement sa force. Or, les capacités qui sont liées à son fruit ne viennent pas disparaître. On va faire un petit récapitulatif. Rappelez-vous de Arlong, il y en a beaucoup qui ont parlé justement de ça. Quand il est sous l'eau, il a quand même encore la capacité de son corps à être élastique et c'est pour ça justement qu'on arrive à prendre sa tête, à l'amener hors de l'eau pour qu'il puisse respirer. C'est-à-dire que même s'il est dans l'eau, il n'est pas redevenu un humain normal, il a toujours cette capacité caoutchoutière qui est liée à son fruit du démon. Et donc quand un utilisateur de fruit du démon vient utiliser justement son pouvoir dans l'eau, son pouvoir n'est pas annulé. Il y a plein d'autres exemples. Par exemple, Vanderdecken, quand il envoie sa hache ou quand il envoie un élément, l'élément passe à travers l'eau, mais n'est pas neutralisé. Elle va quand même aller jusqu'à sa cible. On a Aokiji, quand il glace l'eau, même si c'est son fruit du démon qui utilise cette capacité, si l'utilisation du fruit du démon était annulée par l'eau de mer, la glace qu'il a fait sur l'eau de mer ne pourrait pas devenir de la glace. Et pourtant, avec son vélo, il n'arrête pas d'avancer. On a aussi l'autre exemple avec Kizaru, quand il envoie les rayons laser. Si les rayons laser qu'il avait créés étaient annihilés, c'est-à-dire que son pouvoir était annihilé par l'eau de mer, le rayon, dès qu'il arriverait dans l'eau, perdrait toute sa substance. Et pourtant, dans Marineford, on voit bien que les rayons continuent à aller dans l'eau pour aller poursuivre le sous-marin de l'eau. Alors certains me diront, alors pourquoi l'eau de mer a réussi à niquer la gueule du pouvoir de Moria? Eh bien ça c'est simple, Moria, son pouvoir est lié à tout un folklore qui est lié à Halloween, c'est-à-dire que tout ce qui est un petit peu créatures surnaturelles, fantômes, vampires, zombies, et même quand on est dans cet axe-là, on remarque que pour aller contre ça, on voit Usopp et Chopper qui ont soit des croix, ils ont aussi de l'ail autour du cou, ce qui vient un petit peu empêcher les mauvais esprits, les mauvaises créatures de les attaquer. Et Brook nous dit bien que c'est le sel qui est nécessaire pour neutraliser le pouvoir de Moria. Et là, on reprend quelque chose du folklore, c'est tout simplement le sel béni qui vient te protéger de ces créatures. Et donc, Jinbei, quand il envoie l'eau de mer, ce n'est pas l'eau de mer en tant que telle qui neutralise les zombies, mais c'est le sel qui est à l'intérieur de l'eau de mer qui neutralise les zombies.
Le sel est tout simplement le point faible des capacités de Moria, comme par exemple le caoutchouc a été le point faible pour Eneru. On peut aussi citer la chaleur pour les bonbons de Perospero ou encore les liquides pour Katakuri. Et ça, je vous le dis d'un petit peu de retenir ça parce que pour la suite, ça va être utile. Alors par contre pour le granit marin c'est totalement différent. Le granit marin est une roche qui se trouve à l'état naturel dans One Piece et Vegapunk a réussi à utiliser le granit marin, à le modifier pour que le granit marin ne vienne pas attaquer et drainer la force des personnes, mais viennent neutraliser le pouvoir des fruits du démon. Là, on est dans une utilisation totalement différente. Alors maintenant, la question est de savoir comment Big Mom a réussi à créer ce tsunami vivant. Eh bien, elle a fait tout simplement comme pour Prométhée ou pour Zeus, c'est-à-dire que pour le feu, elle l'a concentré, elle a mis un morceau d'âme dedans et c'est devenu le soleil. On peut imaginer que pour Zeus, c'était un orage violent dans lequel elle a mis son âme, et là, pour ce tsunami, c'était peut-être une vague dans laquelle elle a mis un morceau de son âme et on a vu que, par exemple, pour Zeus, même si c'est un petit nuage, il peut devenir un truc absolument monstrueux. Et là, cette petite vague est devenue un truc totalement fou. Alors maintenant, quel va être son nom? Je ne pense pas que ça va être Poséidon, mais peut-être qu'elle va l'appeler Neptune. Hein. C'est le dieu romain, je crois, de la mer et des océans. Et ce qui est vraiment important, c'est que vu que ce tsunami est vivant, il a une conscience qui lui est propre. Il écoute les ordres de Big Mom et c'est peut-être ça qui fait peur à Nami. C'est-à-dire que Nami est une navigatrice, elle sait parfaitement comment éviter certains éléments, mais là même si elle arrive à éviter le tsunami est vivant, donc il va toujours la poursuivre. Et c'est ça qui est vraiment dangereux dans cette chose. Alors maintenant, comment ils vont réussir à s'échapper de là? Eh bien je dirais qu'il y a quand même quelques petits indices qu'Ichiro Oda nous a glissés. Premièrement, ça peut venir de Jinbei, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une petite case où on le voit regarder sur le côté avec 3 petits points, et ça c'était avant que le tsunami arrive. Et comme on sait qu'il connaît, qu'il peut lire les courants marins, peut-être que lui, il avait déjà vu au préalable l'arrivée du tsunami et peut-être qu'il connaît une technique en tant qu'homme poisson pour pouvoir neutraliser cette vague. Je ne sais pas encore ce qu'il peut faire. Je ne pense pas que tel Moïse, il va séparer la vague en deux, mais peut-être qu'il y a un petit lien avec lui. Sinon, la deuxième chose, c'est que dans le chapitre précédent, on avait vu que Brook était parti remettre du cola. Donc, ils vont peut-être réussir encore une fois à faire un coup de buster pour pouvoir partir, et après Nami, grâce à son climactile, va peut-être pouvoir créer une sorte de mirage, va peut-être pouvoir les camoufler, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quand même 3 heures à attendre. La réalisation du gâteau va mettre 3 heures, donc pendant 3 heures, il faut qu'ils évitent Big Mom pour se rapprocher de Cacao Island. Vu qu'on a parlé du gâteau, maintenant on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé avec Sanji, Pudding et aussi Chiffon. Ce qu'on a appris la semaine dernière au sujet du ministre de l'île Cacao qui était Lola et que le Pudding n'a pas voulu prendre sa place, etc. C'était pas la peine d'être dit la semaine dernière, ça aurait pu être dit ici parce que on fait une sorte de petit rappel. Donc ça c'est la petite chose qui m'a chagriné. Aussi l'explication très très longue de la création du gâteau a pu en ennuyer certains. Moi le premier, ça se voit parfaitement dans la réaction live. Pourquoi? Parce que tout simplement on attendait tous le cliffhanger de fou, le combat de Luffy contre Katakuri. Et le fait que ça prenne vraiment plusieurs pages, que ça soit assez long, ça a un petit peu énervé. Mais par contre, maintenant, avec du recul, c'était totalement justifié. Pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement reprendre le thème global de cet arc. On a Big Mom qui est une ogresse, qui a une maladie par rapport à la bouffe, qui a une folie. Tous les éléments sont liés à des aliments. Cette notion de nourriture qui est toujours présente. On a eu ce gâteau qui était l'élément central de cet arc. C'est normal qu'on le revoie ici. Et ce chapitre est aussi là pour rappeler la technique et l'intelligence et le pouvoir de Sanji. Ichiro Oda l'a bien dit, son manga n'est pas qu'une suite de combats, et les combats il va de plus en plus les ellipser, c'est-à-dire les mettre que seulement sur un chapitre, mais il ne va pas faire comme dans les autres shonen, vraiment axer l'aventure sur les combats. Et je trouve que c'est vraiment très très bon, parce que ici on nous montre un truc absolument fabuleux, c'est-à-dire que Sanji, à travers le visuel du gâteau et à travers l'odeur qui se dégage du gâteau, arrive à refaire la recette à l'intégralité. Même les trucs secrets que Strossen, je ne sais pas si je le dis bien vu que c'est un terme allemand, a mis une semaine à mettre en place, lui, en quelques secondes, parce que rappelez-vous le gâteau, quoique peut-être plus parce que il arrive avec le gâteau contrairement à Luffy qu'on voit sortir d'un seul coup, donc il est peut-être resté quand même assez longtemps, mais même s'il est resté quelques minutes avec le gâteau, arriver à faire ça, c'est absolument fou. Et encore une fois, il faut bien se rappeler le rôle
premier de Sanji. Sanji est le cuisinier de l'équipage. Il n'est pas le capitaine. Il n'est pas comme Zoro le second, quelqu'un qui est plus axé sur le combat. Ça a été montré depuis le départ. Zoro, depuis le départ, c'est être le meilleur épéiste pour que son nom résonne jusqu'au paradis, pour que Kuina puisse l'entendre. C'est pas le rôle de Sanji. Le rôle de Sanji, ce n'est pas d'apprendre plein de recettes de cuisine pour latter la bouche de tout le monde. C'est de découvrir All Blue. La mer qui réunit tout. C'est ça qui est vraiment important. Et le traitement qu'il a eu à travers tous les arcs, c'est toujours quelqu'un qui est un petit peu en retrait, qui vient analyser et qui vient apporter une autre solution en plus, bien sûr, du combat. Je dis pas que c'est parce que Sanji apprend à faire des tartes que ça lui empêche de foutre des tartes dans la gueule de tout le monde. On est bien d'accord là-dessus. Hein, on va avoir notre combat. Encore une fois, comme tout à l'heure, je vous ai dit que Perospero, son point faible, c'est la chaleur et le feu. Le fait que Sanji ait les jambes en feu n'est peut-être pas un hasard. Donc quand vous ramenez le gâteau et que Big Mom va vouloir manger le gâteau, qui va être là dans le gâteau en train de le bouffer, et que Perospero lui va devenir complètement fou, il va vouloir transformer tout le monde en bonbon, peut-être que Sanji va aller lui démonter la bouche. Voilà, on va l'avoir peut-être notre moment d'épicness envers Sanji qu'on attend tous. Mais le but premier de ça, le but premier de cet arc, n'est pas de mettre des coups de pied en feu, et bien de faire ce gâteau. Et il dit bien qu'il va rendre, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais c'est sucre agressif. Donc à partir de là, moi, la chose que je vois, c'est qu'il va faire le gâteau, et que Big Mom va manger le gâteau, et que Big Mom a une très très bonne constitution, elle peut manger n'importe quoi, et peut-être ne jamais tomber malade, sauf que là, ici, elle va tomber malade, parce que quand tu manges trop, quelle que soit ta tolérance, il y a un moment où tu le dépasses. Pour ceux qui ont vu Seven, vous rappellerez le mec, je crois qu'il mange des chaudrons de spaghettis, hein, je fais ça parce que c'est vraiment très très vieux. Et donc, à travers ça, peut-être qu'en mangeant le gâteau, Big Mom va tout simplement tomber malade. Elle va pas en mourir, mais il peut se passer quelque chose comme ça. Et après qu'elle en veuille justement à Sanji, ou alors qu'elle tombe complètement amoureux du gâteau et qu'après elle poursuive Sanji pour qu'il fasse partie de son équipage parce qu'elle veut toujours manger ce gâteau là et qu'elle devienne un petit peu folle à cause de ça. Mais je ne pense pas, et surtout je ne veux pas, qu'on arrive à un endroit où Big Mom mange le gâteau et qu'elle oublie tout ce qui s'est passé avant. Ça par contre je ne le veux pas. Mais encore une fois, quand tu vois le sourire machiavélique de Sanji en disant le sucre agressif, je pense qu'on arrive sur un petit élément, parce que faut vraiment qu'il neutralise Big Mom pour après pouvoir partir. Et encore une fois, Big Mom, elle baffe Mugiwara, on verra ça ensuite. Et on va passer à la troisième partie de cette vidéo, c'est tout simplement Katakuri versus Luffy. Katakuri, ce mec hyper badass, hyper charismatique. Je vous l'annonce, à la Japan Expo 2018, il va y avoir des tonnes de cosplay de Katakuri. Il va être dans le top 10, tout le monde va voir se mettre comme lui. Parce que ce mec, si Shiro Oda le traite toujours de la même manière, il va devenir absolument dingue. Et ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'un bon manga, un bon film ou quoi que ce soit, et par rapport à un héros, mais surtout par rapport aux méchants. Il existe plusieurs types de méchants. On a le méchant complètement débile, là on a Spandam, on a Baggy. Après il y a le méchant machiavélique, là on va être dans du Doflamingo, on va être dans du Eneru, on va être dans l'ancien Crocodile. Et après tu as le méchant scénaristique, là on va être dans le Akainu, et on va être aussi dans le Katakuri. Parce que Katakuri, sa construction est vraiment très très bonne. Le mec il est pas méchant, c'est pas un méchant, c'est un mec qui prend soin de sa famille. Le fait qu'il écoute toujours sa mère, qu'il se protège, qu'il va protéger sa mère. Alors, quand il va protéger sa mère, c'est surtout parce qu'il a peur que l'autre faute après nique la gueule de tout le monde. Mais quand Luffy essaye d'attaquer les sœurs de Katakuri, il vient protéger ses sœurs et il dit « touche pas à ma famille ». Ce mec-là, il a un bon fond. Dans une autre optique, dans un autre schéma, il aurait pu parfaitement être dans l'équipage des Mugiwara, les considérer comme sa famille et être un petit peu le Zoro. C'est exactement ça. Katakuri est un petit peu le Zoro pour Big Mom. Voilà, et il faut que Ichiro Oda garde le même traitement. Le mec, il en veut pas spécialement à Luffy. Il a pas dit, bon bah toi, je me suis levé ce matin, ta tête me revient pas, je vais te latter la bouche. Ou il va pas faire, je veux être le maître du monde, donc faut que je te nique. Non, 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 non. Il est là pour protéger. Et ça, c'est vraiment très très beau. Et en plus, là ici, contrairement à tous les autres méchants qu'on a pu voir, il ne s'est pas pris un coup. C'est-à-dire que Luffy est bien en deçà de lui. On l'a vu dans le chapitre précédent où il copie toutes les attaques. Et là, ici, on voit Luffy totalement à terre.
complètement presque détruit, et lui, Katakuri, n'a absolument rien. Alors maintenant, il devient un petit peu hautain et devient un peu trop sûr de lui. C'est peut-être ça qui va encore une fois être sa perte, mais le traitement est vraiment très très bon. Et en plus, ce qui est vraiment génial, c'est qu'avant on était dans le monde des miroirs et qu'on voyait qu'il copiait les attaques. Là ici, on voit qu'il fait des nouvelles attaques qui sont vraiment propres à lui. Le fait qu'on a son pied qui se sépare, sa jambe qui se sépare en plusieurs pieds et qui viennent essayer de d'écraser Luffy, c'est vraiment génial. Et la chose que j'ai encore adoré, c'est remarquez bien le dessin qu'il y a. Il y a une violence dans le trait d'Ichiro Oda qu'on ne retrouve pas dans les autres dessins, dans les autres cases, qui montre vraiment la violence et la puissance du personnage. J'ai été surpris. Des fois, le trait qui a été utilisé, c'est un petit peu que le trait qu'on peut retrouver parfois dans les combats qu'il y a dans l'attaque des titans. C'était absolument génial. Et là, la question qu'on se pose, c'est encore une fois, comment Luffy peut s'en sortir. Je pense qu'il nous faut un déclencheur. Il faut qu'il se passe quelque chose qui va mettre Luffy dans une rage, qui va permettre d'aller au-delà de ses limites. C'est-à-dire que là, ici, on voit qu'il est fatigué, il a quand même ramassé énormément à travers tout cet arc. Moi, ce qui me fait encore rire, c'est quand on prend Dressrosa, on dit « Oui, mais rappelle-toi, contre Shinjao, il a quand même morflé beaucoup. Contre Bellamy, il a morflé beaucoup. » Attendez, on se remet dans le contexte. Bellamy et Shinjao, c'est un apéricube. C'est rien du tout. Hein. L'utilisation du haki qu'il a eu, c'est pas ça qui peut le mettre faible par rapport à Doflamingo. Là-dessus, je veux pas qu'on pense ça, c'est de la pure connerie. C'est de l'analyse pure et simple. Voilà. Là, ici, ce qui s'est passé au niveau de cet arc, il a quand même combattu Crackers. Crackers qui est supérieur en puissance que Doflamingo. C'est absolument dingue. Et quand tu vois la puissance de Big Mom, d'ailleurs je pose même, il faut vraiment que je fasse cette vidéo sur la puissance, je place même un empereur au-dessus de la puissance d'un amiral, quand on voit justement Barbe Blanche qui est à l'agonie, qui est près de mourir parce qu'il sait qu'il va crever, Pépère, qu'il arrive quand même à latter la bouche à Kainu, ici, dans l'état où est Luffy, vu l'énergie qui lui reste, vu toutes les transformations qu'il a quand même fait, à part quelque chose de vraiment fort qui va le faire exploser d'une rage folle et il va aller au-delà de sa limite, je ne vois pas de solution. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Eh bien, c'est tout simplement ce tsunami. Il y a Nami qui est en train de lui dire je crois que c'est la fin de nos aventures, adieu, à travers le miroir. Il va se passer un truc, que le miroir va être brisé et Luffy ne va plus avoir d'informations et il va penser que son équipage est mort. Et là, ça va lui faire une sorte de trauma par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Shabondi. Et là, il va vraiment péter les plombs. Et là, il faut qu'on ait des nouveaux trucs. C'est-à-dire que Katakuri arrive pour l'instant à copier toutes ses attaques. Donc Luffy, il faut qu'il crée ici quelque chose qui ne peut pas être copié. Il faut que ça soit quelque chose qui soit lié à son fruit du démon. C'est-à-dire un nouvel état qui va lui permettre d'avoir certaines capacités, je ne sais pas encore quoi, donc je ne vais pas vous affabuler sur des trucs complètement débiles pour avoir certaines idées et une chance sur 100 d'espérer avoir tombé sur un truc qui va faire Ichiro Oda. Je préfère vous le dire tout de suite, hein, je vais être franc avec vous, j'ai beaucoup pensé, mais je ne vois pas encore ce que ça peut être. Par contre, pour moi, ça va être quelque chose qui va être lié sur l'état de son fruit du démon. Si c'est sur son fruit du démon, ça veut dire que Katakuri, lui, ne pourra pas le copier. Et c'est vraiment important parce que à un moment, Katakuri dit bien que son Mushi Mushi est plus fort que le fruit du démon de Luffy. Et là, ici, on a une sorte, encore une fois, de petit indice qui a été mis par Ichiro Oda. Il y a une autre idée aussi qui m'a été soufflée par une personne qui est venue me voir à la Paris Manga. C'était un mec qui était déguisé par rapport à une école dans Harry Potter. Je me rappelle plus, je crois que c'était Serpentard, l'école. Donc si tu regardes cette vidéo, un gros coucou à toi. Le mec avait vraiment une très bonne idée en disant que ça peut être une sorte d'évolution du haki des rois. On a vu que le haki des rois maintenant était utilisé dans les attaques, on l'a vu, la confrontation avec Shinjao ou encore la confrontation avec tout simplement Doflamingo, et peut-être que on avait vu sur Marineford qu'il a réussi à développer le haki des rois, parce que le haki des rois est quelque chose qui est inné d'une personne, et après à l'utiliser, peut-être que là ici il va encore plus se développer, et si Katakuri n'a pas accès, n'a pas en lui cette faculté d'avoir le haki des rois, et bien là il va se faire totalement, encore une fois,
bousillé. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde des miroirs, il y a ce système de la copie qui se met en place, et si lui ne peut pas copier le haki des rois parce qu'il ne le propose pas, et bien les attaques, quand on va voir la confrontation de haki entre Luffy et Katakuri, peut-être que Luffy va mettre du haki de roi dans ses attaques et va totalement surpasser les attaques qui sont faites par Katakuri. Et ça, encore une fois, ça peut être absolument fou. On peut imaginer, comme je l'ai dit la dernière fois, et j'adore cette idée, et j'espère franchement que ça va être celle qui va être utilisée par Ishiroda, c'est-à-dire que Katakuri s'en prend plein la tête, et à un moment, il voit la future transformation, la future colère de Luffy qui est totalement incontrôlable, et à travers ça, voit le danger pour tout le reste de sa famille, parce qu'on voit qu'il est quand même assez important, et qui va peut-être se faire, entre guillemets, je dirais, un sacrifice pour protéger. On peut même imaginer un truc complètement fou, c'est-à-dire que Luffy fait une attaque absolument folle, et par l'onde de choc, il pète tous les miroirs. Ça serait complètement fou. Il pète toutes les miroirs, il fait une onde de choc, il y a tout le monde qui est KO et tout ça, puis lui après aussi il tombe KO, ça permet de faire après une sorte de petit cliff en disant après qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais je vois vraiment un truc absolument de fou, je vais pas y arriver, une colère de Luffy tellement titanesque que l'onde de choc dépouille tout, et ça serait vraiment excellent. Parce qu'on me l'a annoncé, hein, la fin d'arc totalement absolument incroyable, on l'attend. Hein. Et je pense que c'est pas seulement que pour un tsunami qui nous arrive dans la bouche. Je pense qu'il va quand même y avoir un truc de fou. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus. Et nous, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut Minakama.